BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandoin. Il est 15h et comme tous les jours, on se retrouve pour BFM Crypto, le club. Je suis ravie de vous retrouver pour cette demi-heure. Aujourd'hui, on va répondre à toutes vos questions. Les questions que vous nous posez sur notre adresse crypto@bfmbusiness.fr, des plus pointus aux plus simples. On vous renseigne réellement sur tout l'univers des cryptos. N'hésitez pas à nous poser vos questions. On les attend avec impatience. Aujourd'hui, c'est Morgane Elland, fondatrice de Crypto 360, qui répond à vos questions. Bonjour Morgane. Et Thibaut Desachi, responsable investissement et accompagnement chez Coinhouse. Bonjour Thibaut, ravi tous les deux de vous retrouver. Vous nous écrivez, n'hésitez pas, je rappelle l'adresse crypto@bfmbusiness.fr. BFM Crypto, le club, c'est parti. On va entrer tout de suite dans le vif du sujet avec cette question de Robin. Pour vous, Thibaut, mais évidemment Morgane, vous pouvez compléter. Que pensez-vous des tokens de gouvernance sans réelle utilité pour le fonctionnement ou le paiement ? C'est une question qui est assez large et je pense qu'on peut même évoquer le sujet des altcoins, qui est un sujet assez important, notamment en ce moment. On y reviendra, oui. La fameuse alt season, c'est un mot qui revient souvent auprès du grand public. Donc la réponse qu'on donne, effectivement, c'est que des tokens de gouvernance, donc c'est une classe d'altcoins dans l'écosystème crypto aujourd'hui qu'on a. Historiquement, c'est pas forcément ceux qui fonctionnent le mieux parce que on a ce qu'on appelle donc de la tokenomics, donc c'est la manière dont une crypto va être émise aujourd'hui dans le temps. Et souvent, les tokens de gouvernance ont tendance à être ce qu'on appelle inflationnistes. Donc, on va avoir une augmentation du nombre de crypto-monnaies dans le temps. Et malheureusement, si la demande ne suit pas ou si le projet vieillit mal, globalement, on peut se retrouver avec des valorisations qui tendent plutôt à la baisse, en fait, donc sur des moins-values. Donc, on est prudent. Nous, c'est pas forcément la classe, en tout cas, des altcoins qu'on surveille le plus. Par contre, certains projets, je pense notamment à Aave, par exemple, qui est donc le leader aujourd'hui de la finance décentralisée en crypto, qui fonctionne plutôt bien, qui est un token de gouvernance et aujourd'hui qui pourrait aujourd'hui faire partie du spectre, en tout cas que nous on va analyser. Donc prudence, mais intérêt en fonction des projets. Dans le même état d'esprit, Johnny nous demande, pouvez-vous m'en dire plus sur l'éventuelle alt season, un possible retour des NFT aussi avec des cas d'usage plus concrets. C'est vrai, ce qu'on reproche souvent aux altcoins, c'est que les projets manquent d'ambition et que ça fait flop, en fait. Morgane. Oui, alors quand on s'intéresse à l'alt season, on va d'abord s'intéresser évidemment au cycle, comment est-ce que Bitcoin se comporte. Et ce qu'on a vu, c'est que Bitcoin, il a été chercher un nouvel ATH, donc un nouveau sommet historique, les 111 000 $, début 2025. Et en général, les altcoins, alors qu'est-ce que c'est un altcoin ? Peut-être pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est. C'est les alternatives. C'est toutes les autres cryptos que Bitcoin, c'est un altcoin. Et en fait, les altcoins, en général, ils démarrent juste après Bitcoin. Ce qui se passe, c'est qu'on a un cycle qui est quand même très différent des années précédentes. Et puis, ce qui s'est passé dans le passé ne se répète pas toujours dans le futur. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en général, on a vu une montée extraordinaire de Bitcoin, les altcoins, mais ils sont d'abord drivés par une seule crypto, qui est la deuxième crypto mondiale, qui est Ethereum. Et donc, quand on s'intéresse à l'alt season, on s'intéresse en fait à Ethereum. Ce que j'ai remarqué, c'est que dernièrement, Ethereum commence de nouveau à bien se comporter. Il a eu une petite perte de vitesse par rapport à Bitcoin, qui surdomine évidemment l'ensemble du marché depuis un an, là, maintenant. Ethereum, quand même, sur les 3 derniers mois, il a eu une belle remontada, une belle remontée, peut-être même légèrement plus que Bitcoin, et ça, c'est intéressant de l'observer. Par contre, il a été chercher quand même un ATL. Qu'est-ce que c'est un ATL ? C'est un all-time low annuel. C'est-à-dire que sur un an, le point le plus bas pour acheter, par exemple, l'Ethereum, c'était en avril de cette année. Donc, on voit que Ethereum vient de loin. Il commence petit à petit à gravir les échelons, et ça va être très intéressant de voir comment est-ce qu'il va se comporter, parce que c'est vraiment Ethereum qui va driver cette alt season potentielle, en sachant qu'il y a aussi des nouveautés qui arrivent, pas mal d'ETF sur les altcoins, justement. Je crois qu'il y a plus de 17 altcoins qui sont concernés par les ETF qui sont en attente actuellement pour être approuvés. Donc ça prouve qu'il y a de l'intérêt institutionnel, le marché est beaucoup plus mature. Ouais. Et ça va être intéressant de voir quel altcoin va être concerné. Je sais qu'il y a Solana, il y a XRP, il y en a beaucoup. Ça peut effectivement pencher dans la balance et créer cette montée des altcoins, en sachant que Bitcoin n'a peut-être pas encore été chercher son plus haut. Je tiens quand même à le préciser. Actuellement, c'est 111 000. Le cycle n'est peut-être pas encore fini. On entend de tout, 120 000, 200 000, 250 000. Alors la question, c'est pas jusqu'où, c'est plutôt quand il va aller les chercher, parce que voilà, Bitcoin est quand même bien parti. Mais si c'est cette année, voire 2026, puisque ce cycle est un petit peu différent,
il y a de fortes chances que les altcoins, à un moment, se réveillent, drivés d'abord par Ethereum. Lilian Aliaga, sur ce plateau, disait il y a quelques semaines posait cette question, est-ce que c'est la fin des altcoins, justement? Parce que c'est vrai qu'ils sont moins finalement en odeur de sainteté depuis quelques mois par rapport à il y a 2 ans, par exemple. Vous en pensez quoi, je pense qu'aujourd'hui, on est dans un écosystème qui compte un nombre de cryptos de plus en plus large. Donc forcément, quand on a une capitalisation qui reste sensiblement la même, tout est plus dilué, donc les performances sont plus dures globalement à aller chercher. Quand on regarde 2021 par exemple, on avait quand même un écosystème qui était beaucoup plus petit en termes de crypto-monnaies qui existaient. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Donc forcément, c'est pas la fin des altcoins, mais je pense qu'il va falloir être plus sélectif et plus prudent dans les cryptos qu'on achète. Pour finir sur ce sujet, Morgane, s'il y a quelqu'un qui vous dit, moi je veux pas de Bitcoin, je veux pas d'Ethereum non plus, je veux un petit peu faire du risque, jouer un peu, enfin il y a un petit côté comme ça, finalement faire un pari sur l'avenir. Qu'est-ce que vous leur conseillez à ces gens-là? Alors, ça va dépendre de peut-être les catégories d'altcoins qu'on a, parce qu'en fait, on a les real-world assets, par exemple, on a la DeFi. Et la DeFi, ce qui est très intéressant, c'est que pas mal de altcoins du monde de la finance décentralisée, la DeFi se comporte plutôt bien. Ça, j'ai remarqué qu'il y a quand même une différenciation avec quelques altcoins de la DeFi, donc ça pourrait être une option. Il y a aussi les Layer 2 qui vont venir aider notamment des projets comme Ethereum, parce que ça coûte cher d'utiliser Ethereum. Il faut des projets annexes qui vont aider en fait la blockchain principale à aller plus vite et que ça coûte moins cher. C'est toutes des solutions qui peuvent être intéressantes. Le métaverse, on en parle un petit peu moins, mais peut-être qu'il peut aussi avoir de belles nouvelles dans ce secteur-là. Donc en fait, vraiment, ça va dépendre du profil d'investisseur de la personne. Moi, c'est ce que je dirais. Les personnes qui se lancent dans cet écosystème, ils doivent comprendre comment il fonctionne pour trouver une stratégie qui est en fait alignée avec leur manière d'investir et qui vont pouvoir tenir sur le long terme. Parce que c'est là où le bal blesse souvent, c'est qu'on démarre, on ne sait pas ce qu'on fait, on ne sait pas ce qu'on achète, puis ensuite il y a des petits soucis. On le dit souvent, quand on commence à investir en crypto, il faut lire, il faut se renseigner, voir comment ça fonctionne avant de vraiment commencer à avoir une stratégie d'investissement. Vincent vous demande, Thibault, comment anticiper le rendement du minage de Bitcoin alors que le nombre d'opérateurs augmente et que la difficulté s'ajuste? C'est une question qui est toujours assez difficile parce que quand on parle de minage, on rentre toujours très vite dans le sujet très technique, très poussé. Donc c'est toujours dur de le vulgariser, mais globalement aujourd'hui, un Bitcoin, c'est en termes de coût de production, ça tourne entre 45 000 à 55 000 $. Donc tant qu'on est largement au-dessus comme en ce moment, on est plutôt sur une activité qui est largement rentable. Et donc c'est pour ça que notamment on a un nombre d'opérateurs qui est de plus en plus important parce que c'est attrayant et on a envie aussi de participer au jeu. Nous, bien évidemment, ce qu'on regarde tout simplement, c'est les quantités que les mineurs vont détenir aujourd'hui de crypto ou de Bitcoin, par exemple. Donc, on va regarder ça. Aujourd'hui, on a plutôt des mineurs qui conservent aujourd'hui leur Bitcoin. Donc, ça veut généralement dire qu'ils espèrent une hausse supplémentaire pour pouvoir commencer à encaisser des bénéfices et se préparer à un hiver crypto, un bear market qui pourrait être un petit peu plus dur. Donc, nous, c'est comme ça qu'on va essayer d'analyser un petit peu les fluctuations du réseau. Bien évidemment, on a tous les 4 ans le halving. Donc, on sait que le halving, l'année qui le suit, c'est souvent l'année dans laquelle on a les meilleures performances en termes de rendement. Jusqu'ici, en tout cas, c'était ça. Jusqu'ici, en tout cas, on touche du bois. 2025, ça devrait être l'année. D'ailleurs, c'est l'année en cours avec un Bitcoin qui a vraiment explosé. Donc, on verra si les cycles se répètent. Mais nous, c'est ce qu'on va regarder principalement. Jean-Luc nous pose plusieurs questions. On va être ravis d'y répondre dans cette émission. Premièrement, faut-il créer un compte bancaire dédié à la crypto, Morgane? Est-ce que c'est ce que vous conseillez? Ça dépend un petit peu l'axe qu'on a en tête. Si jamais c'est une question de confidentialité, est-ce que ça a du sens? Pas forcément, puisqu'en fait, je vais quand même devoir créer mon compte bancaire avec mes coordonnées personnelles. Donc, ça ne change pas grand-chose. Par contre, d'un point de vue fiscal, d'un point de vue administratif, ça a vraiment du sens, parce qu'en fait, on voit tout de suite le flux fiat-crypto. Et puis, lors de la déclaration, il y a une facilité, évidemment, pour la traçabilité des opérations. Par contre, au niveau de la confidentialité, et c'est là où c'est intéressant, c'est que ça se passe plutôt on-chain, c'est-à-dire sur la blockchain. Et on a des outils comme des mixeurs, comme des swaps décentralisés. Malheureusement, ils sont de plus en plus régulés, voire même dans certains cas, ils sont carrément interdits dans certains pays. Mais c'est ça qui peut aider au niveau confidentialité si c'est la question de la personne. Et il demande justement, est-ce qu'il y a un risque d'usurpation d'identité avec les justificatifs demandés? Oui, alors quand on ouvre un compte sur une plateforme, il faut faire son KYC, c'est-à-dire Know Your Customer. Donc, je vais prouver mon identité, je vais prouver mon adresse. Et le risque est très faible si on a affaire à une plateforme qui est sérieuse. La réalité, c'est ça. J'ai posé une question du coup à une plateforme
parce que c'est une équipe que j'apprécie beaucoup. Ils s'appellent Bull Bitcoin. Ils sont spécialisés uniquement sur l'achat et la revente de Bitcoin. Et je leur ai posé la question, est-ce que vous avez beaucoup de cas? Et en fait, pas du tout. Par contre, ce qu'ils rencontrent, et là je me dis que c'est un petit volet prévention, j'en profite, c'est qu'ils ont énormément de gens qui sont plutôt âgés, qui sont assez naïfs, qui ne comprennent pas cet écosystème. Et des arnaqueurs prennent leur PC à distance, donc on peut utiliser TeamViewer, AnyDesk, et ils leur font ouvrir des comptes sur cette plateforme, donc Bull Bitcoin. Et les personnes, évidemment, achètent du Bitcoin et ensuite, ils transfèrent les Bitcoins sur leur propre wallet et les personnes se retrouvent sans rien. On leur fait croire que le Bitcoin est occupé de travailler alors que pas du tout. Et ce que l'équipe de Bull Bitcoin a mis en place, et c'est pour ça que je voulais quand même les mettre en avant aujourd'hui, c'est qu'ils ont décidé pour toutes les personnes où il y a une suspicion de fraude et les personnes un peu trop âgées, maintenant, ils prennent la peine de les appeler. Et alors, c'est évidemment du temps. C'est des gens qui sont aussi dédiés à ça, mais ils ont décidé de le faire parce que pour eux, c'est important. Donc, je voulais les mettre en avant par rapport à ça. Il y a une vraie... Oui, effectivement, il y a un risque réputationnel aussi là-dedans. Le justificatif à usage unique de France Identité est-il accepté vous demande Jean-Luc Thibault. Non, malheureusement, pas encore. Chez nous, aujourd'hui, on a des process qui sont vraiment très précis en termes de compliance et d'ouverture de compte dans nos process. Donc, pour l'instant, non. Peut-être que dans un futur proche, on commencera à y penser, simplement parce que rien qu'avec l'essor de l'IA, etc., on voit des techniques maintenant de fraude et d'usurpation d'identité qui sont de plus en plus fréquentes. Oui. Donc nous aussi, acteurs de ce monde crypto, on doit muscler aussi le jeu autour de tout ça. Donc en tout cas, c'est des choses qui sont faites pour avancer dans ce sens-là. Donc je pense que on pourrait y penser d'ici peu. Ouais. C'est une peur qu'ont les nouveaux investisseurs qu'ils vous communiquent, Morgane, quand vous avez des gens qui vous demandent comme ça comment investir, c'est la sécurité de leurs fonds à un moment? Complètement. Et en fait, quand on s'intéresse à Bitcoin et qu'on démarre dans cet écosystème, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire être souverain de son Bitcoin. Ça veut dire quoi? Être vraiment propriétaire de mon argent. Et ça, c'est la base. C'est vrai que moi, c'est des choses que je fais directement quand les gens viennent chez moi, parce que ça leur donne tout de suite le bon terrain fertile finalement pour avoir une bonne expérience dans cet écosystème. Malheureusement, il y a déjà eu des cas de fermeture de plateformes en un coup et des personnes ont perdu beaucoup d'argent. FTX en 2022. Bon, il y a eu aussi des plateformes plutôt DeFi, Celsius. On en a eu plein où il y a eu des soucis. Donc comprendre que je suis réellement propriétaire de mes cryptos quand je possède, on va en parler je pense un petit peu plus tard, la fameuse clé privée, c'est essentiel et c'est peut-être pas quelque chose qui vient tout de suite à la tête des personnes qui démarrent, mais par contre très vite dans la pratique, c'est quand même quelque chose qu'il faut voir. C'est pas très bien expliqué par les plateformes d'ailleurs. Quand on se met à la crypto, cet aspect des choses, ça se fait très facilement, donc ça c'est très agréable, mais cet aspect des choses, la conservation de ces cryptos, tout ça, c'est pas expliqué si on va pas dans les petites lignes qui sont dans les sous-dossiers. C'est intéressant de le dire. Thibault, est-ce que toutes les plateformes permettent de transférer directement les fonds en euros? Alors aujourd'hui, oui, toutes les plateformes, en tout cas tous les brokers type Coinhouse par exemple, ou même d'autres exchanges, ont bien évidemment la possibilité d'envoyer et de recevoir des euros parce que ça reste la monnaie fiat et c'est donc la monnaie qui nous permet de base d'acheter et d'échanger des crypto-monnaies. Donc bien heureusement, j'ai envie de dire que ces plateformes acceptent l'euro et même d'autres monnaies, sinon on pourrait même pas rentrer dans l'écosystème. Donc ça, oui, aujourd'hui c'est important. Bien évidemment, pour nous acteurs, ça implique aussi des démarches et de lutte contre le blanchiment d'argent, etc. C'est des choses qui reviennent assez souvent dans nos process, mais bien évidemment aujourd'hui l'euro c'est indispensable de l'avoir pour développer un business autour de la crypto-monnaie. Ouais. Jean-Luc termine en demandant quelles sont les plateformes les plus sécurisées face aux cyberattaques. Et je vais vous poser la question à tous les deux, c'est-à-dire est-ce que vous avez une liste des plateformes qui sont quand même plutôt sûres, Morgane? Alors, Bull Bitcoin, par exemple, plutôt sûres, celles qui n'ont jamais eu de problème jusqu'à aujourd'hui, c'est quand même, et qui existent depuis longtemps. On a quand même, Coinbase, il n'y a pas eu de souci jusqu'à présent. Il y a eu un petit phishing sur, mais ils s'en sont bien sortis. Exactement. Ouais. Et peut-être Binance, les plus gros. Les plus grosses. C'est à celle-là qu'il faut faire réellement confiance. Et moi, j'aime bien aussi quand il y a une équipe française derrière. Pourquoi? Parce que si on a un souci, et en fait, j'ai souvent le cas avec des personnes qui ne parlent pas anglais, avec lesquelles je travaille, ils me disent, mais je ne sais pas à qui je dois demander, et dans le chat, c'est qu'en anglais. Mais c'est chouette d'avoir une équipe, des fois, en français, qui peut répondre. Et donc, c'est le cas notamment de Bull Bitcoin. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, Thibault? Moi, je vais répondre plus largement, liste blanche AMF, globalement. Aujourd'hui, on a des régulateurs qui sont formés autour de ces sujets, donc de réglementation et de validation des process des différentes sociétés. Donc, allez taper crypto-monnaie, exchange français, liste blanche AMF, et on va avoir toute une liste aujourd'hui d'acteurs qui sont régulés pour leur activité. Bien évidemment, les activités peuvent différer. On a l'achat et la vente de crypto-actifs qui est le business vraiment de base. Et bien évidemment, il y a aussi la conservation qui est une activité aujourd'hui à part entière de ces sociétés-là. Ouais.
qui sont aujourd'hui régulés pour ça aussi. Donc Coinhouse par exemple l'est, Binance l'est aussi, d'autres sociétés le sont, mais c'est important effectivement de se renseigner autour de cet aspect juridique. On comprend l'inquiétude des investisseurs parce que c'est souvent les plateformes qui sont attaquées, que ce soit voilà, Coinbase il y a quelques temps, enfin il y a plusieurs, voilà, exactement, mais même en Iran, là, c'est les plateformes Nobitex qui ont été attaquées. Ça veut dire qu'il y a quand même une faille à ce niveau-là, réellement. Thibaut. Oui, alors bien évidemment, il y a des failles. On est sur quelque chose qui est nouveau. La crypto-monnaie, ça date d'à peine 15 ans aujourd'hui. Donc, bien évidemment, c'est encore en plein essor. C'est encore le début. Donc, ça a ses lots d'avantages, mais également d'inconvénients, malheureusement. Et bien évidemment, on apprend. Et dès qu'on a une structure qui subit donc un hack ou quoi que ce soit, tous les autres, on apprend, on comprend ce qui s'est passé. Ça permet de renforcer aussi notre jeu de sécurité. Donc, j'ai envie de dire, on apprend aussi avec le temps à se défendre. Mais aujourd'hui, on commence à être de plus en plus sophistiqué. Donc, le risque, avec le temps, commence à se réduire de plus en plus. Et donc, la sécurité pour nous, aujourd'hui, investisseurs et pour nos clients, clairement, elle est en train aussi d'augmenter. Ça nous amène à la question de Valentin, justement, sur les clés. Pouvez-vous m'expliquer simplement, avec des mots simples, il le dit 2 fois, ce qu'est une clé publique et une clé privée? Morgane. Simplement, il faut comprendre que quand on achète une crypto pour la première fois, par exemple du Bitcoin, en fait, on a 2 clés qui sont associées à ce crypto-actif. Alors déjà, je rappelle qu'il ne faut pas acheter un Bitcoin entier, c'est une image, on peut acheter un petit peu d'une portion. Voilà, à partir de 20 € sur un exchange, il n'y a aucun souci. Eh bien, en fait, je vais recevoir 2 clés, une clé qui est publique et une clé qui est privée. Elles ont 2 fonctions qui sont aux opposés, et c'est important de le savoir. La clé privée, c'est, par définition, elle est privée. Je ne peux pas la partager avec tout le monde. Pourquoi ? Parce que c'est un petit peu comme la clé de ma maison, si je peux donner une métaphore. Si je la donne à quelqu'un, les personnes peuvent en fait vider complètement ma maison. La clé privée, elle vous prouve, en tout cas elle prouve sur la blockchain que vous êtes bien le réel propriétaire de vos crypto-actifs. Et ça, c'est essentiel parce que quand vous ne possédez pas réellement votre clé privée, eh bien en fait, vous n'êtes pas réellement propriétaire, vous n'êtes pas souverain de vos actifs. Et la clé publique, au contraire, elle peut être partagée à tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'elle me permet de recevoir du Bitcoin. Et donc, c'est un peu comme un compte en banque. Et en fait, on peut m'envoyer de l'argent dessus. C'est vraiment comme ça qu'on peut le voir. La clé privée, elle me permet de dépenser mon Bitcoin. La clé publique, elle me permet de recevoir du Bitcoin. Et on en a parlé juste un petit peu avant. Qu'est-ce qui se passe quand je laisse mes cryptos au mauvais endroit ou en tout cas à une autorité centralisée, j'ai envie de dire, donc un centralized exchange, par exemple, mais qui ne fait pas ses devoirs, qui ne conserve pas bien ses actifs, eh bien, il prend en custodie, en fait, pour moi, donc en gestion, ma clé privée. Et s'il y a un problème, FTX, par exemple, on en a eu d'autres, eh bien, malheureusement, mes cryptos, elles sont compromises parce que je ne suis pas réellement propriétaire. Tandis que si j'ai mes cryptos en pleine propriété, j'ai mes clés privées, et alors, il y a l'autre axe qui peut être intéressant aussi, c'est la gestion de ces clés privées. Les clés privées, elles peuvent se matérialiser de différentes manières, mais souvent, quand on va ouvrir un portefeuille, ça va être 24 mots. Vous allez recevoir 24 mots quand vous allez ouvrir votre portefeuille et il faut faire une bonne gestion. On peut même mettre un 25e mot chez Ledger, qu'on aime bien, qui est le spécialiste français. Exactement. Eh bien, quand je vais recevoir ces 24 ou 25 mots, je vais devoir en faire la gestion. Moi, ce que je préconise pour les auditeurs qui se poseraient peut-être la question, c'est de faire 3 exemplaires et de les mettre dans 3 endroits différents que vous jugez sécurisés. Parce que ça vous permet, en cas de problème, parce que si vous recevez votre portefeuille Ledger, il ressemble à une petite clé USB, mais qu'est-ce qui se passe si je perds mon portefeuille ? Ou on me vole mon PC portable en vacances ou autre, tout va bien. Vous êtes propriétaire sur la blockchain si vous avez vos seed phrases, vos passphrases qui en fait vous donnent accès à votre clé privée. On pourra toujours retrouver vos cryptos. Vous pourrez toujours, n'importe où dans le monde, avec une simple connexion Internet, récupérer vos actifs. Donc la clé privée, c'est vraiment ça, en fait, le Graal, quand on s'intéresse à cet écosystème et qu'on veut vraiment posséder nos actifs. C'est la sécurisation et c'est la responsabilisation, finalement, de l'investisseur. Thibaut, vous voulez ajouter quelque chose ? Non, pour finir, très important, ne conservez pas vos clés privées sur un ordinateur. Ne mettez pas sur Word, sur Bloc-Notes ou quoi que ce soit. Quand on conserve une clé privée, on les conserve de manière physique. Donc on l'écrit quelque part, ça peut être sur du papier ou autre, mais en tout cas surtout pas online, parce qu'encore une fois, si on se fait pirater, qu'on arrive à rentrer dans votre ordinateur, on récupère la clé privée et bye bye les bitcoins. Donc prudence par rapport à ça. Et donc bien évidemment aussi passer par des acteurs qui sont régulés, notamment comme Coinhouse ou d'autres plateformes qui permettent qui assurent la conservation des fonds pour s'enlever aussi ce risque-là, parce que quand on commence à avoir des sommes importantes aujourd'hui en crypto-monnaie, on préfère aussi faire confiance à un tiers qui va aussi nous enlever
enlever un stress potentiel par rapport à cette conservation et cette sécurité dont on parle tant aujourd'hui. Comment on fait quand on a un compte sur Revolut, qui est une fintech, qui n'est pas un exchange, mais qui permet d'acheter des cryptos, mais on ne les détient pas en soi? Comment ça se passe là pour la sécurisation? Parce que c'est très rapide, hein, c'est pareil, ça s'ouvre en 2 minutes, mais la sécurisation des fonds, elle est où? J'ai beaucoup de personnes qui viennent chez moi et qui ont acheté leur première crypto sur Revolut. Donc vraiment, ils commencent vraiment à avoir un onboarding Revolut qui est super intéressant. Ils arrivent à attirer des utilisateurs tout simplement pour acheter des cryptos. Donc ça, c'est félicitations à eux. Par contre, on est toujours effectivement sur une centralisation. On fait confiance à une entité centralisée. Le but de la blockchain avec Bitcoin et tout cet écosystème, c'est qu'on soit dans la décentralisation, qu'on soit réellement propriétaire de nos actifs, mais pas que de notre data, de nos données, etc. Donc effectivement, Revolut, c'est une belle porte d'entrée, tout comme des exchanges qui sont régulés et qui sont là depuis quelques années et qui ont un bon historique. Par contre, la sécurisation, c'est vraiment l'étape juste après. C'est-à-dire ouvrir, par exemple, un portefeuille, transférer nos fonds et comprendre comment faire la gestion non seulement de son portefeuille et aussi de ses clés privées. Et je voulais juste rajouter que même faire une photo, c'est très déconseillé de ces mots de passe. Parce qu'en fait, après, c'est sur votre tout ce qui est numérique, quoi qu'il arrive. Et là, voilà. ces documents-là, finalement, sont aujourd'hui, en 2025, beaucoup plus en danger que les documents physiques qu'on a dans sa maison ou qu'on met chez ses parents, dans 3 lieux, on a dit. Hein. En tout cas, c'est ma recommandation, 3. Et puis, il y a des personnes qui les découpent encore en 2, ce qui fait 3, ce qui fait 6. Et puis, vous pouvez aussi les graver sur... ça, c'est intéressant, si jamais vous avez peur que votre maison brûle ou autre. Il y a des... alors, je ne sais plus trop comment ça s'appelle, mais c'est presque sur un matériel qui est hyper résistant aux intempéries, au feu. Et on peut graver ces mots de passe. Je sais que Ledger vend des solutions, mais il y en a sûrement d'autres. Allez voir effectivement leur site. En tout cas, on les a souvent dans cette émission et c'est le spécialiste français. Une question de Lola. Tous les pays qui détiennent du Bitcoin l'ont-ils acheté? Oui. Vous allez répondre tous les deux, Morgane? Je t'en prie. Génial. Alors non, on aimerait bien et on va voir qu'il y a un petit changement qui est justement en cours. Par contre, quand on regarde la liste, et ça c'est un média francophone Web3 que j'aime beaucoup, qui s'appelle Cryptos, je pense qu'on connaît déjà dans cette émission, la liste des 10 pays qui ont le plus de Bitcoin aujourd'hui, dans le top 3, on a les États-Unis, on a la Chine, on a le Royaume-Uni. Eh bien, tous les 3, ils ont acquis comment leur Bitcoin? Par des saisies judiciaires. En fait, par exemple, les États-Unis, c'était Bitfinex, c'était Silk Road. Donc, la première fois qu'on avait une utilisation concrète de Bitcoin pour un achat sur un site, un peu dark web. D'ailleurs, le fondateur de ce site a été arrêté, mais il a été gracié par Donald Trump récemment quand il est arrivé au pouvoir. Il a passé 10 ans derrière le barreau, mais en fait, c'était vraiment la première utilisation de Bitcoin, le Silk Road et Bitfinex. Et ça a permis aux États-Unis d'avoir actuellement, si je ne me trompe pas, 213 000 Bitcoins. C'est pas mal. C'est plutôt sympa. C'est ce qu'on mettrait dans la réserve. Exactement. Oui. Par contre, et c'est ce qu'a fait finalement Donald Trump, il est parti de ce Bitcoin qu'ils ont déjà pour constituer leur réserve. Mais il y a une nouvelle loi qui arrive de la sénatrice Cynthia Lummis du Wyoming, le Bitcoin Act. Et là, les États-Unis, non seulement ils resteraient au premier rang, mais pour les 5 prochaines années, ils ont envie d'acheter 1 million de Bitcoin. C'est énorme. Donc ça, ils vont finir par le faire. Ils vont probablement le faire. Mais pour l'instant, c'était uniquement du Bitcoin saisi. Et c'est le cas pour les 2 autres pays. Par contre, on a d'autres pays comme le Bhoutan. Le Bhoutan, il se classe plutôt bien dans la liste des pays qui ont du Bitcoin aujourd'hui. Et j'aime bien cet exemple. Pourquoi? Parce qu'eux, ils sont passés dans le mode de la production du Bitcoin. On est dans du minage. Ah oui. Et c'est un des seuls pays où ils n'ont pas de Bitcoin parce qu'ils ont saisi du Bitcoin dans une affaire judiciaire. C'est parce qu'ils ont vraiment décidé depuis 2019, donc ça fait quand même un petit bout de temps, de créer leur propre minage de Bitcoin. Comment? Parce qu'ils sont souverains avec l'eau. Le Bhoutan, ils créent toute leur électricité avec l'eau pour tout le pays. Oui. Et ils en produisent un petit peu. Donc, c'est les rivières qui viennent de l'Himalaya. Ils ont beaucoup, d'électricité grâce à ça. C'est l'hydroélectricité. Et on sait que ça permet de moduler le minage de Bitcoin. Complètement. Et ils en produisent tellement qu'ils en vendent en Inde, mais à un moment, ils sont limités. Et du coup, ils ont décidé de produire du Bitcoin avec cette électricité en surplus. Et ça produit des millions par semaine pour la population. Donc, je trouve ça fascinant comme exemple. En plus, c'est du minage vert. Donc, on respecte l'environnement. Exactement. Ça c'est un bon point. Je tiens aussi à souligner que le El Salvador fait pareil avec ses volcans. Voilà. Oui, exact. C'est vrai qu'ils l'avaient mis en parallèle quand ils avaient adopté Bitcoin comme monnaie nationale. Par contre, sur la saisie, est-ce qu'il n'y avait pas un moment, une possibilité de rendre ces Bitcoins saisis aux personnes qui avaient été flouées dans ces affaires-là? Alors oui, ça dépend un petit peu des histoires qu'on a autour de tout ça. FTX, par exemple, donc il y a eu de la saisie, etc. Donc il y a eu une restitution qui a été faite auprès des clients. En 2015, on avait une affaire avec, pareil, un exchange frauduleux à l'époque. C'est toujours en cours. Il y a eu un début de restitution, mais pas encore complètement
complètement. Mais oui, aujourd'hui, dans certains cas, ça arrive. Alors oui, Donald Trump, aujourd'hui, au niveau de sa réserve de valeur de Bitcoin, a décidé effectivement de garder ce qui avait été saisi. Et c'est d'ailleurs ce qui a été un petit peu décevant au mois de janvier-février, parce qu'on s'attendait tous à avoir un planning assez précis de rythme d'achat autour une super réserve. Exactement, une super réserve, vraiment quelque chose d'assez énorme. Et au final, c'est pour ça que d'ailleurs on a une chute sur du court terme juste après, parce que les attentes étaient tellement fortes que en fait il a juste dit bon ce qu'on a saisi, on le met de côté pour l'instant, ce sera la base. Par contre, on attend encore effectivement un peu plus de sa part sur la création. Bon, là, on est plutôt sur le stablecoin en ce moment. Oui, avec le Genius Act. Exactement, c'est un petit peu la news récente. Mais effectivement, je pense que d'ici peu, on devrait avoir une continuation de cette réserve de valeur et idéalement du Bitcoin et j'espère des Ethers et peut-être des altcoins aussi pour la perf. Pour terminer, d'ailleurs, est-ce que les stablecoins sont en train de remplacer Bitcoin et Ethereum dans l'esprit des investisseurs, dans les demandes des investisseurs, ou est-ce que ce sont deux choses qui avancent finalement quand même de façon parallèle? Bitcoin a encore de beaux jours devant lui. Je pense que Bitcoin a encore des bons jours devant lui. Je pense que Bitcoin, pour l'instant, est indétrônable. Ne serait-ce que la philosophie, c'est pas juste l'investissement, c'est pas juste l'actif, c'est pas la même chose. Blockchain, c'est tout le concept, tout ce que Bitcoin a rendu possible. Finalement, Bitcoin, il a ouvert la voie pour toutes les autres altcoins dont on parlait juste avant. Donc, je pense que Bitcoin restera Bitcoin. C'est quand même l'actif qui est le plus acheté aujourd'hui par des sociétés cotées en bourse, par des pays entiers. Et si les États-Unis, la loi Bitcoin Act passe, ils seront copiés. CZ, le fondateur de Binance, puisque j'ai eu la chance d'être invité à la Bitcoin conférence à Abu Dhabi en décembre, il était sur scène et il l'a bien dit. Si on a une déclaration d'achat, donc pas seulement partir de ce qu'on a, mais vraiment que les États-Unis passent à l'achat, ils seront copiés, probablement même par la Chine. Et ils ne vont peut-être pas le déclarer tout de suite. Et la Chine, ils sont deuxième dans le top 10 avec un petit peu moins de 200 000 bitcoins. Donc, ils pourraient très bien partir de ce qu'ils ont déjà et là, pour faire une réserve fédérale. Donc, et après, c'est mondial. Oui. Thibaut. Exactement, donc on sent aussi une petite guerre froide entre la Chine et les États-Unis autour du Bitcoin. Oui. On en parle très peu, mais on sent que malgré la Chine, qui est un pays qui était assez réfractaire au minage du Bitcoin, ils ont interdit. C'est interdit, officiellement. Oui. C'est interdit. Donc, et ce qui est assez paradoxal d'ailleurs, parce que en secret, ils accumulent quand même du Bitcoin et ils veulent pas quand même perdre cette guerre parce qu'ils sentent que potentiellement, si un jour vraiment ça se développe de manière très forte, il faut qu'ils soient dans le coup. Et un retard pris autour de Bitcoin, ça peut leur coûter très cher, donc ils préfèrent effectivement rester dans la course. Par rapport au stablecoin et au Bitcoin, aujourd'hui, ça reste deux choses qui sont quand même complètement différentes. Oui. Bitcoin, c'est une fluctuation, ça peut monter très fort, mais ça peut aussi descendre, alors que le stablecoin, par essence, c'est stable. Donc, c'est des techniques d'investissement et des manières de faire et une vision qui sont différentes. Donc, c'est pas l'un ou l'autre, je pense que c'est les deux ensemble, et les deux sont très importants pour l'écosystème. Là aussi, renseignez-vous sur ce que vous voulez en faire, c'est toujours intéressant avant d'investir. Merci à tous les deux, Morgane Landu, fondatrice de Crypto 360, et Thibaut Desachi, responsable investissement et accompagnement chez CoinHouse, d'être venu nous voir dans le club BFM Crypto. On vous retrouve très très vite, comme tous les jeudis évidemment. Vous continuez à nous écrire aussi crypto@bfmbusiness.fr. Je vous laisse entre les mains de Guillaume Sommerer, c'est BFM Bourse. BFM Business, BFM Crypto, le club.